Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, j'ai une question qui m'a été envoyée par Johan B sur Instagram. Et c'est une question sur les résidences secondaires. Alors, je vous lis sa question et après, on va regarder dans le détail et je vous donnerai, moi, ce que je ferai concrètement à sa place. Salut Victor, j'ai une question pour ton prochain épisode. Comme tous les Parisiens, j'aimerais avoir une résidence secondaire dans le sud, 200 000 euros max avec un apport de 50 000 euros et le mettre sur Airbnb pour diminuer les frais. Reste à charge de 150 euros par mois max. À quel niveau de patrimoine tu conseilles d'y aller ? Alors, très bonne question. Je pense qu'on est tous passés par là. À mon avis, donc le schéma classique des personnes qui ont des moyens, c'est déjà d'acheter sa résidence principale et ensuite de se dire tiens, j'aimerais bien m'acheter une résidence secondaire. Alors que ce soit dans le sud, que ce soit en Normandie, on a assez souvent ce schéma-là en se disant qu'on va y aller tous les week-ends et que c'est quelque chose qu'on veut faire. Pour tout le monde, ce que je vous conseille de faire, sincèrement, c'est dans un premier temps. Alors, moi, j'ai une version un petit peu bullish du système. J'ai envie que ma vie soit financée. Vous vous rappelez, projet FIRE, que ma vie soit financée par des investissements. C'est-à-dire que quand je regarde des prix, par exemple, je me dis, tiens, j'ai envie d'acheter une voiture qui va me coûter 500 euros par mois. Donc, je fais mon budget de voiture et je me dis que c'est 500 euros par mois. Je me dis, OK, c'est une colocation que j'ai à 250 000 euros. Si je me dis, tiens, je veux pouvoir voyager une fois par mois et avoir, plusieurs fois par mois, avoir 2 000 euros de budget, je me dis, tiens, c'est 2 investissements à 1 000 euros de cash flow. Donc, je pense toutes mes dépenses dans ma vie en termes d'un nombre d'appartements, un nombre d'investissements immobiliers qui vont me permettre de couvrir ces éléments-là. Après, derrière, j'ai les business. Mes business, indirectement, c'est ce qui me permet d'alimenter la machine et d'avoir beaucoup plus de cash. Donc, que ce soit les écoles, que ce soit les boîtes tech, que ce soit tous ces trucs-là. En fait, ça me permet d'avoir beaucoup plus de cash que je peux regarder comme dépenses finalement un peu plus extra que ce que j'ai comme run dans l'immobilier. Pour ceux qui veulent se lancer dans avoir une résidence secondaire et la mettre en location sur Airbnb, alors, je pense qu'il y a deux façons de voir les choses. Moi, je ne regarderai pas un investissement en me disant « Tiens, ça me fait plaisir et en plus de ça, je vais en faire un peu d'argent ». Ce que j'essaierai de faire à ta place, Johan, c'est de regarder concrètement comment on peut faire un investissement sur Airbnb qui cartonne dans un premier temps et après de se dire « Ok, si tu veux y aller une semaine par an, tu peux y aller ». Très bien. Par contre, je déconseillerais de mélanger les deux. Parce que généralement, quand on mélange les deux, on va faire énormément de concessions. Je vais vous donner un exemple concret. Lorsqu'on fait des investissements locatifs, on va aller investir dans des zones où la majorité d'entre vous, à moins que vous veniez de ces zones-là, etc., vous n'avez pas forcément envie d'y habiter tous les jours. C'est-à-dire que nous, l'endroit où on veut habiter quotidiennement, ça va être quelque chose qui va être facile accessible pour son boulot, qui va être agréable pour nous, si on a des enfants, qui va être safe, qui va être en sécurité. Là où on va faire nos investissements locatifs, donc par exemple, moi j'en fais beaucoup dans le 93, dans le 95, dans certaines zones où quand on y va, moi par exemple, je ne laisserai pas forcément, j'aimerais pas que ma fille aille dans ces zones-là le soir, etc. parce que je trouve que c'est un peu touchy. Par contre, pour faire de l'investissement locatif, ça fonctionne très bien. Donc, les compromis qu'il va falloir faire entre toi, ce que tu veux concrètement pour quelque chose qui te semble bien, tu risques d'acheter quelque chose où tu as une piscine supplémentaire, tu as une vue supplémentaire, etc. Ça va te coûter beaucoup plus cher par rapport à une viabilité économique. Donc ça, il faut faire attention. Donc en mettant toi tes critères propres, plus tes critères d'Airbnb, plus tes critères de rentabilité, en fait, tu vas arriver à un truc qui ne va pas forcément marcher. Il faut avoir un seul focus. Donc là, si tu as envie d'avoir quelque chose dans le sud, je serais plus en train de te dire, OK, comment tu peux faire déjà dans un premier temps assez d'investissement pour financer finalement cette résidence secondaire dans le sud. Deuxièmement, est-ce que tu as vraiment besoin d'être propriétaire de ta résidence secondaire dans le sud ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des enjeux quand on est propriétaire. Je pense que vous le savez bien. Je repense à un de mes amis qui s'appelle Benjamin.
Il habite à Levallois et là, il est dans un, je crois, 70 mètres carrés à peu près, 65 mètres carrés ou 70 mètres carrés. Sa femme est enceinte et ils vont avoir 2 enfants. Ils ont déjà un enfant. Et là, il s'est dit, ok, Levallois, j'aime beaucoup, c'est safe, c'est sympa, je me sens bien, j'aime bien les gens qui habitent à côté, je suis dans un immeuble moderne, ça tourne bien, etc. Et là, il s'est dit, bon, il serait temps de bouger. Il s'est dit, où est-ce que je peux aller? Il s'est dit, bon, pour avoir des grands appartements pas trop chers à la location, finalement, le 16e dans Paris, je crois que c'était le 16e, ouais, le 16e dans Paris, c'est pas mal. Alors, je ne sais plus s'il est allé dans le 16e ou s'il est resté à Levallois, mais je pense qu'il est dans le 16e. Du coup, là, il a trouvé un appartement à louer dans le 16e, alors de 100 mètres carrés à peu près, dans un immeuble haussmannien. Donc, l'immeuble est magnifique. Il y avait des amis qui lui avaient dit qu'un appartement se libérait dans l'immeuble. Donc, ils se sont dit, tiens, c'est fantastique. Le prix était acceptable pour eux, etc. Ils sont allés louer cet appartement, ils ont commencé à emménager. Donc il avait loué son appartement de Levallois, il se retrouve dans le 16e il y a tous les meubles qui sont en train d'être livrés, etc. Ils sont en train de monter les meubles. Et là, la première semaine, en fait, ils se rendent compte que le couple de l'étage du dessus, ils n'arrêtent pas de s'embrouiller, le mec est violent, la femme est violente, ils ont aussi des enfants, c'est le bordel, ça fait vachement de bruit. Immeuble haussmannien, donc en fait, on ne se rend pas compte, mais dans pas mal d'endroits, ça peut être un peu compliqué. Et là, ils se sont rendus compte simplement qu'il y a vachement de bruit dans l'appartement, ils sont confrontés à cette violence quotidienne. Donc ça, c'est exactement alors là, franchement, si vous avez ça, bonne chance à vous. Vous êtes confronté à une violence quotidienne dont vous n'avez pas envie de faire face à ça. Et là, au bout d'une semaine et demie, Benjamin, mon ami, il s'est dit bon, écoute, en fait, on ne peut pas rester. Il a redit à sa femme, écoute, il faut qu'on parte. On retourne dans notre ancien appartement. On ne pourra pas rester ici. Il y a trop de pression. Je dors mal. On ne va pas être bien. Je pense que ça va t'impacter aussi. Ça t'impacte. Ils ont eu cette discussion de se dire ok, on revient en arrière. Donc, ils ont choisi de retourner en arrière dans leur ancien appartement. Tu as exactement la même chose pour ton appartement lorsque tu fais une acquisition. Ça, c'est un gros problème où tu te retrouves coincé finalement dans quelque chose qui n'est pas bon pour toi et tu ne peux pas bouger parce que tu as mis de l'argent et tu es bloqué. Lui, il avait la chance d'avoir loué, mais en tout cas, c'est ça. Pour ta résidence secondaire, c'est exactement la même chose. Une fois que tu as acheté quelque chose, tu te retrouves coincé et tu dois faire face à tout ce qui va et tout ce qui ne va pas. Contrairement à la location où tu peux bouger de différentes zones. Après, effectivement, être dans une zone que tu connais, et je pense, Johan, que tu es comme moi, moi, une fois, alors c'est positif ou négatif, par exemple, chaque année, pendant les dernières années, je vais je vais à Biarritz dans la même maison que je loue pendant un mois et j'y vais pendant un mois chaque année. Et il y a du point positif, des points négatifs, mais en tout cas, moi, j'aime bien avoir cette habitude de routine. Donc, en tout cas, dans ton cas, premier élément, ce que je ferais, c'est que l'argent que tu as aujourd'hui, moi, je le ferai travailler. Je ferai de l'investissement locatif qui va te permettre, par exemple, avec ce que tu as aujourd'hui comme apport, tu peux faire du quasiment 1 000 € de cash flow par mois. Et en plus de ça, en faisant l'investissement, tu vas pouvoir garder ton argent, plus faire du 1 000 € par mois. 1 000 € par mois, ça te permet largement de financer tes vacances d'été. Dans les vacances d'été, il faut voir exactement ce que tu veux comme endroit dans le sud. Ça dépend de l'exploitation que tu veux faire de ton endroit dans le sud. Mais en tout cas, ça te permet 1 000 € par mois de couvrir tes déplacements, de couvrir une location. Ça dépend de ce que tu veux exactement. En plus de ça, tu auras toujours tes 50 000 €. Gardez votre cash, gardez-le investi. Gardez votre cash. Si possible, investi en bourse, ça vous permettra de faire beaucoup de choses. Ça vous permettra d'aller dans des opérations immobilières. Ça vous permettra d'aller dans des opérations, pourquoi pas à l'étranger. Ça vous permettra d'avoir de la sécurité. Ça vous permettra de profiter des intérêts composés sans vous rajouter un stress supplémentaire. C'est-à-dire que votre argent qui tourne en bourse ne vous rajoutera pas, vous rajoutera comme une pression lorsque vous allez voir les marchés qui vont un peu s'effondrer, qui vont remonter, etc. Là, il faut prendre de la distance de votre côté, mais en tout cas, vous avez cette sécurité. En tout cas, moi, je garderai ces éléments-là. Deuxième élément, si tu veux vraiment te dire que tu as acheté quelque chose dans le sud et que c'est intéressant, moi, je ferai l'élément où je le verrai purement en investissement locatif. Donc là, pour le sud et pour Airbnb, j'irai voir AirDNA, donc un site, c'est 140 € par mois. Je regarderai en fonction des villes qui, toi, t'intéressent, quels sont les endroits où je regarderai en fait à combien sont loués les appartements et quel type d'appartements sont loués. Donc encore une fois, attention tout le monde, pour moi, il n'y a plus que 5 types d'investissements en Airbnb qui fonctionnent bien. Le premier, ça va être tout ce qui est atypique, donc ça va être ce qui est hutte, ça va être ce qui est appartement un peu princesse, appartement style voiture si vous êtes au Mans, des choses qui vont proposer des expériences à vos locataires. Donc il y a ça qui marche bien. Deuxième élément, ça va être tout ce qui est appartement avec vue. Donc si toi tu veux être dans le sud, il faut que tu sois dans un contexte où les gens aient envie de louer chez toi. Donc par exemple, il faut que ce soit déjà très beau. Attention, le positionnement du Airbnb aujourd'hui a beaucoup augmenté. Et par exemple, si moi je veux aller dans le sud, je veux avoir une vue mer. Tu vois, par exemple, je fais un week-end chez toi, je veux avoir une vue mer. Moi, si je me déplace, je veux avoir une chambre et un bureau séparés, etc.
Troisième type d'appart, c'est les maisons. Donc, c'est les maisons qui peuvent être exploitées de différentes façons. Ça marche très bien à Toulouse. Là, c'est des budgets un petit peu plus importants que ce que tu as aujourd'hui. Ça va être des maisons que tu vas pouvoir louer pour des familles, des maisons pour des entreprises et des maisons pour des événements, des petits événements. Donc là, c'est les maisons qui sont à Toulouse, 450, 650 000 euros. Et là, vous pouvez faire pas mal de cash avec Airbnb. Autre élément, ça va être les maisons, donc plutôt en dehors de la ville pour faire des événements, des enterrements de vie de garçon, etc. Ça, c'est pas forcément ta cible. Et la dernière chose, et ça peut représenter ton cas, ça va être des appartements, ce que j'ai à Paris. Quand je loue Paris sur Airbnb, je peux faire du 9 000 euros par mois, donc c'est ma résidence principale. J'ai 2 chambres plus un salon que je peux transformer en chambre. Et cet élément permet concrètement de faire face. Vous avez un type d'appartement qui a multi-usages. Ça peut être un couple où les deux sont dans les chambres séparées et veulent avoir un salon supplémentaire. Ça peut être un couple avec jeune enfant. Ça peut être un couple, les enfants, les grands-parents. Bref, ça vous met dans un type de logement qui est très performant. Vous êtes en compétition avec l'hôtellerie. Vous allez être beaucoup moins cher. Ça peut être intéressant. Donc, ça peut être ce que tu peux faire. Quand tu te lances sur Airbnb, attention à la réglementation. Donc la réglementation Airbnb évolue en fonction des villes, donc tiens-toi informé de ce qui marche exactement et quels sont les nouveaux usages. Ce qu'il faut retenir de façon générale, c'est que le Airbnb n'est pas forcément interdit dans certaines zones, mais il faut avoir des agréments, des façons de pouvoir continuer à avancer. Par exemple, tous ceux, donc moi on en a à Lille, en fait tous ceux qui sont positionnés à Lille avant les nouvelles réformes ont des droits d'exploitation pour leurs appartements. Ceux qui veulent se positionner aujourd'hui, c'est compliqué. C'était pareil pour Lisbonne à l'époque. Si vous aviez déjà les autorisations au début et que vous avez déjà fait de l'exploitation, vous alliez pouvoir garder vos appartements Airbnb et après ne plus pouvoir les garder. Le plus dur, ça reste quand même Paris, où là, il y a carrément cette notion de commercialité. Est-ce que vous avez la commercialité ou pas? Donc, renseigne-toi bien sur cette zone-là. Le dernier élément, donc moi je ferai en fait cet investissement purement Airbnb, je le ferai bien, je l'exploiterai comme du pur Airbnb pour faire du cash, et si tu as envie d'aller dedans, tu iras dedans. Ce qui va concrètement se passer, c'est que tu vas te rendre compte que ton Airbnb, ça c'est expérience acquise, en fait il tourne bien, il tourne vachement bien, et tu n'as pas forcément envie d'aller dedans. Si c'est pas, alors il y en a qui le font quand même, je pense à François, lui c'est plutôt sur la côte d'Opale et aussi vers le Touquet. En fait, lui, quand sa maison n'est pas louée en hiver, il y va, ou quand c'est pas loué dans une saison, il y a une semaine, il y va, il passe une semaine là-bas, et lui il est très content de faire ça. Vous pouvez très bien faire ça. Moi, c'est pas forcément mon style, mais en tout cas, vous pouvez faire cet élément-là. Dernier élément, si tu veux vraiment faire un complément de revenus en louant Airbnb, ta résidence secondaire, je t'encouragerais fortement à ne pas survaloriser tes loyers, sous-valoriser tes charges avec l'opération que tu vas réaliser. Alors, ce que je ferai aussi sur AirDNA, je vérifie concrètement si l'opération que tu es en train de faire va fonctionner sur Airbnb et vérifie bien que tout est bon. La problématique, je le sais, Johan, parce que je suis exactement comme toi, tu risques de biaiser tes calculs et finalement d'avoir quelque chose qui tourne à moitié. Tu vas à moitié l'utiliser pour toi, mais pas trop. En plus, attention, rappelle-toi que quand tu fais du Airbnb, il ne faut pas que tu aies d'éléments personnels dans l'appartement, il faut que ce soit impersonnel au maximum. Et là, tu risques d'arriver dans un endroit où tu vas mixer un peu les deux. Ça risque d'être problématique, un peu dégueulasse, etc. Donc, fais gaffe à bien gérer l'ensemble des deux. En conclusion, Johan, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de comprendre le potentiel que tu peux avoir avec ton cash aujourd'hui et avec l'immobilier principalement, que tu ailles faire de la thune. Parce qu'une fois que tu as du cash, ça va t'attirer plus de liberté que de te coincer de mettre beaucoup d'argent. Je ne sais pas combien tu as aujourd'hui, mais je présume que ça représente une grosse partie de ton patrimoine, que de mettre beaucoup d'argent dans une résidence secondaire qui va te coûter de l'argent. Si en plus, ce ne sera pas vraiment ce que tu veux, en plus de ça, tu vas la mettre sur Airbnb, donc tu ne vas pas pouvoir vraiment l'exploiter comme tu veux, ça va te générer de la pression parce qu'Airbnb, tu as la pression des notes sans vraiment te faire gagner de l'argent juste pour que tu sois à l'équilibre. En gros, tu vas te rajouter de la charge, te rajouter de la difficulté pour un plaisir qui sera arbitraire, enfin pas énorme si tu veux. Tu auras fait ton opération d'acheter ta résidence secondaire, mais ce sera pas ouf. Je sais qu'on a besoin de faire des opérations pour pouvoir avancer. On a besoin d'y aller. On a besoin de se rendre compte de nos erreurs, etc. Donc, tu peux y aller si tu veux, si tu as besoin de faire cette opération-là. Mais en tout cas, écoute bien cet épisode. J'espère que je t'aurai motivé à aller plutôt faire des investissements, gagner plus, plutôt que de te coincer dans une résidence secondaire qui sera à peu près bien pour toi. Et il y a plein d'autres façons de voir ça. J'espère que je t'aurai bien inspiré là-dessus et je te dis à très vite. Vous venez d'écouter un épisode de la retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora.
et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.